Bonjour à tous, à toutes. Il y a peut-être des gens qui s'installent encore, mais on commence parce qu'il est 16h10. Merci pour votre venue. Je suis en compagnie de Joran Garner, auteur, et Jean-Michel Géridan, qui est directeur du CIGN, Centre national du graphisme à Chaumont. Et on va vous parler de Yuichi Yokoyama, avec des positions d'amateurs. Voilà. C'est pas une conférence de spécialistes sur Yokoyama. On parle sous le haut patronage de Laurent Bruel, qui est là, et qui va nous corriger à chaque fois qu'on dira une bêtise. Alors, pour commencer, une courte présentation de Yokoyama. Et puis ensuite, on va dérouler, j'ai fait un petit diaporama avec les couvertures de chaque publication chez Matière, chronologiquement organisées, avec quelques planches pour que vous puissiez découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le travail de Yokoyama, un peu de son univers. Et Joran et Jean-Michel rebondiront sur ces planches et parleront de ce qu'ils y voient ou de leur relation avec cet univers. Alors je commence avec une photo que peut-être tu as prise, Laurent. Non, c'est pas toi. Alors présenter Yuichi Yokoyama, c'est un peu, j'ai écrit présenter un savon mouillé parce que ça glisse. Donc typiquement on est face à un artiste qui brouille les pistes, qui ne veut pas trop donner ses références, ou alors les donne mais les décrédibilise juste après. Et qui est un mélange étrange de positions assez radicales, argumentées, et puis de choses complètement évanescentes dans ses réponses notamment. Donc moi, pour préparer cette présentation, j'ai regardé ses interventions filmées et il traîne le teaser de Trax qu'il a fait en 2018 quand il a été invité au Palais de Tokyo. Et c'est assez drôle, tellement c'est presque caricatural de la personne qui veut pas qu'on l'interviewe. Et alors qui dit le Japon, c'est un pays horrible, les gens sont sombres, faibles. Dans mon travail, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe dans le monde, je ne m'intéresse qu'à moi-même. Elles sont nulles mes réponses, mais tant pis. Donc c'est ce qu'ils ont gardé, voilà. Donc on peut essayer de se rattacher à des informations un peu plus factuelles. Il est né en 67, il a étudié aux Beaux-Arts de Saitama, donc c'est en banlieue de Tokyo. Il vit toujours là-bas. Il aime les maillots de foot, il aime les uniformes, son père était militaire. Il a une formation de peintre aux Beaux-Arts, mais il dit qu'après la sortie de l'école, il abandonne la peinture à l'huile parce que son atelier est trop petit et que le matériel est trop cher. Il travaille beaucoup dans son atelier pour dessiner sur une table lumineuse. Il dit qu'il possède plus de 200 règles, qu'il a des répertoires de formes extrêmement fournis. Donc il y en a quelques-uns qui sont photographiés là, dans le back cover. Par exemple, il dit qu'il a plus de 5000 visages dessinés comme une ressource. Et puis qu'il a la même chose pour des vêtements, des véhicules, etc. Et il adore la pêche, il adore les sports d'eau. Et on l'a contacté, et je tiens à remercier d'ailleurs Makiko Furiichi, je ne sais pas où elle est, qui m'a beaucoup aidée pour cette préparation. Donc ce qui se dégage de lui, quand on lit tous les entretiens, etc., c'est à la fois quelque chose de très simple dans son rapport au réel et de très compliqué, et puis quelque chose de un peu agaçant et très attachant, parce qu'il est toujours dans une sorte de maladresse communicationnelle. Donc je me suis dit que le mieux c'était de le faire parler, et grâce à Makiko, ah oui, il sourit parfois sur les photos parce que souvent j'ai lu qu'il ne souriait pas. Et grâce à Makiko, donc j'ai pu lui poser 3 questions. Donc pour finir cette intro, voilà, c'est pour que vous voyez aussi le type de déclaration qu'il peut faire. Donc première question, je l'interroge sur le genre de ces personnages. Donc voilà ce qu'il répond. J'ai dans l'idée de dessiner tous les personnages comme des êtres humains, sans distinction entre hommes et femmes. Mais si vous vous demandez s'il y a réellement des femmes dans ces personnages, il semble que non.
lorsque je dessine un environnement avec des femmes, cela a tendance à être des histoires de désir et d'émotion, et je veux éviter cela. Ça m'a beaucoup ennuyée quand mes amis, qui s'amusaient et se comportaient bêtement à l'école primaire, prirent soudain conscience du sexe opposé lorsqu'ils atteignirent le collège et arrêtèrent de jouer librement. On pourrait dire que ce que je veux dessiner, c'est le monde de ces enfants stupides avant qu'ils ne prennent conscience du sexe opposé. Mais la raison principale est que je n'arrive pas à dessiner les femmes de manière mignonne. Donc voilà, vous voyez un début de développement où il affirme un choix du genre neutre et de la distance. On sent bien que tout ce qui est sentimental, sentimentalisme, c'est pas son truc. Et juste après, il sape un peu tout avec sa petite confidence finale en disant que la vraie raison, c'est qu'il n'arrive pas bien à dessiner les filles. Deuxième question, ça portait sur l'intensité sonore des histoires, dans les histoires de Yokoyama. Et grosso modo, il dit que le son le protège du fardeau des développements psychologiques. Donc voilà ce qu'il écrit. C'est difficile à expliquer, mais je veux que le bruit soit le plus uniforme possible. Je veux que le bruit du son et du mouvement se diffuse en continu. Peut-être parce que je pense que cela me permet de quitter le monde humain. Par exemple, il y a des scènes bruyantes dans les films d'action, mais il y a aussi des scènes calmes, non bruyantes, pour expliquer les circonstances et les motifs qui mènent aux scènes d'action. Ce qui facilite la compréhension et procure parfois des récits divertissants. Je veux éviter ce genre de scènes calmes. Donc évidemment, on va reparler de la dimension sonore qui est très importante dans cette œuvre. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup plus de choses à dire. Troisième question, je l'interroge sur ses goûts littéraires, puisque, alors je ne sais pas dans quelle temporalité, mais la prochaine publication, il l'a fait sur une interprétation du Manyoshu, qui est une anthologie de waka, donc c'est de la poésie japonaise, des environs de 760. C'est un récit très long, hein, ça veut dire, Manyoshu, ça veut dire le récit aux 10 000 feuillets ou feuilles. Je lui demande donc pourquoi ce choix, pourquoi aussi une autre référence littéraire, parce qu'il a fait une adaptation d'Hemingway. Et sa réponse est: il y a quelques années, le rédacteur en chef d'un célèbre magazine japonais de manga, Morning, m'a invité à dessiner une ébauche d'histoire et m'a dit que si le rédacteur en chef l'aimait, elle pourrait être publiée en série. J'ai donc dessiné 30 pages, mais le rédacteur en chef ne l'a pas aimée, elle n'a pas été publiée. L'ébauche que j'ai dessinée à l'époque a été publiée ultérieurement par un autre éditeur sous le nom de Room. Quelques années plus tard, le même célèbre magazine m'a à nouveau contacté avec une proposition similaire. J'ai pensé que ça serait probablement refusé si je proposais le même genre de choses, car mon interlocuteur était toujours le même rédacteur. Donc j'ai fait un manga sur quelque chose de connu et de célèbre, l'anthologie Manyoshu, et aussi sur une nouvelle d'Hemingway. J'aime pas particulièrement le Manyoshu. J'aime bien Hemingway, mais j'ai trouvé un peu difficile d'en faire un manga. Mais une fois encore, aucune n'a été acceptée et il ne restait que les brouillons. Alors j'y ai ajouté de nouvelles pages et j'ai décidé de les publier. Donc voilà, vous avez ce double régime un peu déceptif, en même temps assez saisissant, parce que c'est rare d'avoir quelque chose d'aussi cash dans des réponses à des questions un peu sérieuses. On sent bien qu'il fait des efforts, donc qu'il essaie de s'adapter à un contexte et puis peut-être se draper de légitimité littéraire, de caution intellectuelle. Et en même temps, il dit tout de suite après qu'en vrai, il n'en a pas grand-chose à faire. Donc voilà, je terminerai là-dessus sur cette sensation de quelqu'un de déroutant, mais d'assez touchant, comme je vous disais, par sa maladresse communicationnelle. Donc voilà, je commence avec la présentation des éditions. Donc celle-ci date de 2004, travaux publics. Et donc c'est par cette publication que vous avez rencontré l'un et l'autre le travail de Yokoyama. Alors je ne sais pas, qui veut... Oui, effectivement, c'était avec ce livre-là que je l'ai découvert. Enfin, pour moi, je découvrais à la fois les éditions Matière et Yokoyama. C'est-à-dire un format, un type de livre vraiment particulier, avec une couleur bien spécifique, et aussi ce côté très presque abstrait en fait, en couverture, voilà, avec ce personnage à tête de cube. Et pour moi, ça a été vraiment une sorte de découverte directe, et j'ai tout de suite adhéré en fait à cette atmosphère,
cette ambiance, pour moi, c'était une sorte de... Alors que je ne connaissais pas encore toutes les autres publications de Yokoyama, mais j'avais vraiment l'impression de voir quelque chose de nouveau, comme quand on découvre un auteur, une esthétique particulière qui révolutionne un petit peu tout et qui est, pour moi, est une ouverture sur un univers bien spécifique, comme quand on a découvert pour la première fois, pour moi, hein, Chris Ware ou Winsor McCay. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose de tellement énorme, tellement monumental en fait dans la forme. On sent vraiment qu'on pénètre dans un monde qui ne ressemble à aucun des autres mondes qu'on peut voir par ailleurs. C'est-à-dire qu'il a une sorte de, alors que je ne connaissais que ce livre-là, une sorte de structure, de force qui se dégageait juste de ce livre-là et qui me semblait tellement nouveau. Pourtant, j'étais aussi quand même attentif à beaucoup d'autres mangas qui pouvaient surgir, mais ça n'avait pas pour moi la même force et le même attachement en fait. C'est-à-dire il y avait une sorte à la fois de quelque chose de vraiment singulier qui reliait ça directement à une écriture liée au Japon, et en même temps quelque chose de totalement unique, totalement personnel. Autarcique. Ouais. Alors, c'est en ça que j'ai apprécié, quoi. Voilà, quelques planches. C'est-à-dire que ces formes-là, en fait, ce rapport-là à l'image, alors sans même parler japonais, puis la manière dont les onomatopées arrivaient comme ça, pour moi, c'était vraiment, vraiment magnifique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui traite en soi du dessin. C'est-à-dire que le sujet de la bande dessinée de Yokoyama, pour moi, c'est pas une histoire de personnage ou une époque particulière. C'est en gros, c'est la bande dessinée, la planche de bande dessinée en soi, le dessin. Pour moi, le héros, c'est le dessin. Et c'est pour ça qu'il y a un côté tellement graphique que son sujet, à mon avis, ce qui l'intéresse, c'est de parler du dessin. Et donc, il y a des prétextes, des combats, des évolutions. Alors ici, est-ce que tu te souviens de l'histoire ? Non, en fait, c'est-à-dire que moi, je peux même avoir tendance à confondre beaucoup des livres, en fait. Mais il y a une sorte d'énergie, de puissance qui se passe. Et en fait, une fois qu'on le commence, qu'on l'ouvre, on est entraîné dans le récit, comme si on était face à un film un peu expérimental où quelqu'un donne toutes les cartouches dans un système, une direction bien spécifique. La dimension narrative est effectivement assez mince. Alors là, c'est un chantier, enfin une série de chantiers. Mais on ne sait pas pourquoi. Ça a l'air des chantiers complètement monumentaux. On ne sait pas qui commandite et vers où ça va. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est plus une sorte de prétexte. C'est-à-dire que l'histoire, c'est plutôt... ce qui est intéressant, c'est la découverte d'un monde. Et donc, il y a un petit fil narratif très, très mince, en fait. Et même avec un système de répétition dans la narration, avec des choses qui fonctionnent comme une sorte de cycle. Et pour moi, ça me faisait penser un petit peu presque à des variations de Bach, c'est-à-dire un truc qui vient un petit peu en spirale, qui tourne autour d'un sujet, ou même à la manière dont on peut écrire Thomas Bernhardt, avec ces phrases qui sont hyper répétitives et qui reviennent en permanence. Donc il y a ça, sauf que là, c'est vraiment avec la vitesse et le son à fond, quoi. Moi aussi, donc je découvre Yokoyama via les éditions Matière. J'étais peut-être passé à côté de l'article dans Back Cover. Je m'en excuse auprès des éditeurs. Et pour moi, Yokoyama, en fait, quand c'est arrivé entre mes mains, et d'ailleurs, je tiens beaucoup à remercier les éditions Matière pour ce travail incroyable, en fait, de diffusion d'œuvres, en fait, peut-être qu'on les aurait connues, mais avec un décalage temporel encore plus grand. Mais voilà, ils sont au fait d'une actualité, ils ont un regard très, très aiguisé, en plus de créer des ouvrages, enfin, qui sont vraiment, en termes de finition, enfin, on s'approche de quelque chose de très fort et qui donne des lettres de noblesse à la bande dessinée. Je dis pas, parce que j'en parlais avec Laurent, je suis un peu catastrophé de certaines éditions, en fait, grand public, en fait, qui justement perdent en fait cette sensibilité au rapport au livre, au rapport des conditions avec lesquelles on les lit. Et mais je vais revenir à Yokoyama, et puis j'enverrai des fleurs à Laurent plus tard. Ce qui est pas mal, c'est que ça renvoyait pour moi à la définition même du manga, en fait, telle qu'elle était usitée à la fin du 18e. Le man, en fait, recouvre un ensemble de définitions liées à la dérive, la flânerie, l'exagération, la prise sur le vif et le grotesque, ainsi que la caricature et la maladresse. Et voilà, c'est un ensemble, c'est un mot valise, en fait, et évidemment la graphie. Et cette chose-là, en fait, c'était la première fois
où on avait justement, grâce à un fil narratif qui était relativement ténu, en fait, de se consacrer uniquement au dessin et à ces phénomènes d'exagération et même de maladresse narrative. Des fois, enfin, il y a le fait d'aller à fond les ballons en permanence. En fait, on arrive à une chute en fait, à un endroit. Et voilà ma rencontre avec Yokohama. Alors, je poursuis dans la chronologie. Là, on est en 2004. Encore ? Ouais. Vous en avez sorti donc 2 dans la même année. Ouais. Donc, ces combats, avec, comme son titre l'indique, une sorte de bagarre générale, plutôt domestique, avec tout qui traverse les cases, quoi. Tous les objets possibles, autant des objets qu'on pourrait affilier à plutôt un western ou à une guerre des gangs, ou voilà, des pistolets, des armes, etc. Et puis des soucoupes, des fleurs en pot, enfin, tout ce qu'il y a dans la maison. Un petit commentaire. Est-ce que vous vous souvenez de celui-là ? Donc on a des scènes qui sont vraiment comme des face-à-face dans les westerns d'Ennio Morricone, presque. Et puis, je vous montre, voilà, énormément de débris, de choses qui volent, et notamment des livres aussi. Il y a beaucoup de livres, on y reviendra. C'est-à-dire que par rapport à la forme des cases aussi, il y a déjà de toute manière une sorte de mouvement incroyable avec les diagonales. Il pense vraiment la case et la planche dans sa totalité. C'est-à-dire c'est vraiment un objet en soi, quoi. Et quand on parlait justement de la vitesse d'exécution, de l'action, là c'est typiquement un manga aussi très très particulier dans lequel en fait on ne voit pas ces phases de dilatation. En fait, l'une des choses en fait qui est permise par la bande dessinée japonaise, mais qui a lieu avec son système de diffusion en fait de pages boursouflées jusqu'au possible en fait pour pouvoir présenter quasiment hebdomadairement en fait des séries d'épisodes. En fait, on gonfle artificiellement le nombre de pages en mettant justement ces séquences d'action déclencheuses en fait. Et là, en fait, on est directement dans une espèce de comics book américain assez délirant. Et on verra qu'après, il y a un autre régime encore. En tout cas, dans Combat, c'est ça que j'ai retenu en fait, le fait d'être toujours dans ce jeté permanent. Et là encore, on n'a pas forcément les tenants et les aboutissants de ce combat. On ne sait pas trop pourquoi ils se battent. Alors, le suivant, c'est Voyage, août 2005. Et on a donc un périple des personnages qui montent dans un train, un périple. Et ce qui se passe, alternativement, le spectacle est dans le train. Donc, il y a un voyage à l'intérieur du train. Et puis, et par rapport au paysage qui se déroule. Donc, j'ai essayé de mettre dans les planches que j'ai choisies à la fois des visions extérieures du train. Et puis, donc, vous le voyez, une description, beaucoup des voyageurs qui sont à bord. Et le train devient comme une sorte de catwalk, quoi. On a l'impression qu'on a un défilé avec des observateurs, des observés. Un jeu beaucoup sur la lumière, et notamment la lumière qui filtre par les vitres du train. On a presque l'impression que chaque case pourrait être abstraite, mais que finalement ça devient figuratif par le fait qu'elle soit juxtaposée. Voilà, c'est-à-dire il y a une vue du train qu'on peut avoir, ça peut être complètement abstrait, mais c'est parce qu'on voit une autre case après que du coup on comprend le principe. Et il y a toujours aussi ces changements d'échelle. On a presque l'impression que des fois c'est infiniment grand ou infiniment petit. C'est-à-dire ça peut être comme une sorte de vue au microscope de petits animalcules comme ça qui interagissent les uns avec les autres, comme une sorte de chimie. C'est-à-dire que je pense que ces références à lui, c'est pas forcément justement le manga ou la bande dessinée, mais ça peut être l'architecture, l'abstraction, la science, la mécanique, la biologie, etc., quoi. Et le son, enfin, je pense qu'on en parlera, mais c'est des domaines qui sont complètement étrangers et qui semblent très lointains de la bande dessinée, mais qui en fait, lui, le nourrissent involontairement ou volontairement, je ne sais pas trop, mais...
Et vous constaterez dans les exemples choisis par Eva, si je peux bien retourner à la précédente, là c'est aussi un objet très très particulier, là où le Japon en fait a cette particularité pour chaque objet, même un rayon lumineux en fait, a son propre son selon son intensité. Là c'est l'une desquelles en fait où il n'y a pas d'aide et où le son en fait se produit par simple visualisation et où disparaît quasiment l'onomatopée. En tout cas dans le choix des casques que tu as fait, et ça, c'est assez beau parce que lui, il utilise aussi les onomatopées comme construction narrative des cases. Et là, enfin voilà, ces 4 pages montrent bien qu'il arrive aussi à trouver d'autres systèmes en fait pour faire intervenir en fait un sonore. Et on arrive à Jardin, mai 2009. Donc là encore, plusieurs personnes, un groupe assez important, qui pénètrent dans le jardin par une brèche, donc par effraction, et on voyage avec eux à la découverte de cette succession de paysages artificiels très très étonnants, qui ressemblent peu d'ailleurs à ce qu'on attendrait de l'idée de la nature. Donc voilà, une sorte de décor avec beaucoup de dispositifs mécaniques et puis pas trop d'orientation. On n'est pas dans une progression linéaire non plus. Et on est à cheval, là encore, entre un monde qui pourrait être réel et puis quelque chose qui est absolument impossible. Et là, j'ai sélectionné aussi quelque chose qui, moi, me fascine assez, qui sont ces groupes très, très étoffés où il n'y a aucune tête similaire à l'autre. Alors là, ils découvrent des perches donc fixées avec une pièce de métal et qui secouent. Voilà, à quoi ça sert? Allez, remettons-les en place. Et puis cette extension aussi permanente, elle a une forme de sculpture du paysage. Et là, d'ailleurs, avec cette bande dessinée-là, déjà en couverture, on ne sait pas si c'est la vue d'un cristal de très très près ou alors une vue gigantesque de sommet avec un lac immense. C'est ça aussi qui joue beaucoup sur les opposés, sur les contraires, sur les dimensions. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que lui disait qu'il veut faire des récits sans pays, sans décor, non référencé à quelque chose de particulier, même peut-être sans dialogue aussi, quoi. Il aime bien plutôt travailler avec les onomatopées, quoi. Alors, j'avance avec Nouveau Corps, où là, on a très clairement cette question du défilé d'images, puisque on a des personnages qui discutent à propos d'images de gens masqués. Donc, on a ce processus de mise en abîme qui revient fréquemment, et donc qui commente les corps qui défilent. Ce récit il est assez intéressant parce que là c'est un gaufrier tout à fait classique et en même temps il y a une forme aussi de travail presque avec une itération, c'est-à-dire une image presque similaire qui se répète de case en case, avec presque une sorte d'analyse de type de personnes, une énumération de choses et de personnes. Et on a presque un commentaire de Yokoyama sur son propre travail. Celui-là, qu'en penses-tu? Ses yeux sont un peu trop écartés. Comme s'il dessinait en faisant le propre, son autocritique. Oui, ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que son travail est sur le dessin, C'est comme si il regardait à la loupe sa propre planche de bande dessinée et qu'il l'analysait en temps réel, quoi. Voilà, donc quelques détails sur l'inventivité de ses parures, ses costumes, ses masques. Et puis on passe à exploration. Donc, mais ça, c'est plus... Non, c'est 2011. Donc exploration, pareillement, un petit groupe d'hommes qui explorent et qui mettent au point des dispositifs, des machines de vision. Oui, alors celui-là, il est intéressant parce qu'il y a plusieurs pages successives où il y a des représentations de la pluie et toutes les formes de représentation possibles, des gouttes et qui succèdent pendant des pages et des pages. Et rien que sur ce travail-là, c'est vraiment très, très, très beau. Je pense que, moi, ce que j'ai perçu, c'est que la pluie, qui est quand même assez présente, c'est une autre forme de speedlines. Ça apporte une qualité sonore, une atmosphère sonore.
et ça dynamise aussi quelque chose dans le dessin. Ouais, c'est sonore et c'est graphique aussi, c'est-à-dire que là, c'est des lignes verticales et tout de suite, ça construit la planche. Et donc, les personnages se sont inventés des modules assez sculpturaux pour chacun. Et à chaque fois, c'est à la fois des éléments des moyens de transport, mais c'est vraiment des choses pour voir. Voilà, le sujet, c'est comment on regarde le paysage, par quel truchement on regarde le paysage. Comment Moi, j'aime les corps, beaucoup le rondin, avec le petit hublot qui est tout en haut. Et c'est l'un des aspects justement où d'autres chorégraphies se font. On a parlé de troupes, de son père militaire, de sa fascination pour les uniformes. Et là, on est face à des corps contraints en fait, qui trouvent des astuces. Enfin, il y a pas de. Je pensais aux Trois petits cochons moi, quand j'ai lu cet ouvrage. Et comment est-ce qu'il se débrouille en fait dans un environnement hostile et où l'hostilité en fait est la pluie. Et c'est une manière aussi de se protéger du bruit parce qu'on les imagine bien dans leur alcôve. Il y a toujours un côté un peu performance et installation en fait, Ouais, exactement. dans leur pratique. Alors là, un ouvrage très différent, et notamment par l'irruption de la couleur et la technique. Donc ça s'appelle Baby Boom, et ça sort en novembre 2012. Donc je vous montre, là aussi, on a, comme tu disais, Yaron, un sorte de gaufrier, échiquier assez tenu, et à l'intérieur, dans ces cases qui sont donc beaucoup plus concentrées, Beaucoup plus petites. Oui. beaucoup plus petites, une foule d'actions qui sont performées par ces petits êtres. Et là, il y a presque une sorte de concentration, parce que si on la regarde comme ça, globalement, on voit qu'une forme une succession de lignes presque abstraites. Et en fait, il faut vraiment se concentrer sur chaque case, et vraiment, ça demande vraiment une sorte de concentration particulière pour pouvoir intégrer le récit et le comprendre. C'est comme si finalement, ça se passait de manière tellement rapide qu'il fallait faire un arrêt sur image, case par case, pour vraiment arriver à comprendre le mouvement. Le poisson, c'est important. Je crois me souvenir que quand on l'avait vu à Paris, il était allé au bord du canal Saint-Martin avec sa canne à pêche et qu'il avait... Alors je ne sais pas s'il avait rapporté quelque chose. Donc voilà, foisonnement. Et puis effectivement, comme tu disais, une espèce de difficulté ou de friction. Hein. On est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois par moment dans cette profusion de lignes, de retrouver la figure notamment. Ça ressemble presque aussi à une forme de storyboard, presque comme s'il réfléchissait à un principe d'animation. Sauf que là, il travaille vraiment sur la couleur, les superpositions et sur qu'est-ce que c'est que la lisibilité. Quoi. Ensuite, en mai 2016, sort La salle de la Mappemonde, avec en couverture une vue urbaine. Donc je reviendrai là-dessus, mais donc là, c'est un peu similaire. Hein. Donc un groupe d'hommes débarque dans une ville à la recherche d'un lieu qui n'est pas complètement nommé et situé au départ. Et puis vont arriver donc, dans cette salle avec un contexte plutôt hostile. Les gens qui croisent, et puis l'atmosphère générale dans la ville qu'ils traversent, qu'ils ne connaissent pas, n'est pas tout à fait sereine. Vous avez ces principes de défilé qu'on a commencé à évoquer, et notamment j'aime bien cette image en bas là, à gauche, où on sent bien le travail sur éventuel catalogue, images ressources, où on peut décliner sans voiture, sans problème. Et puis donc la présence des lettrages, hein, qui surajoutent une couche d'abstraction, de bruit ou de dynamisme dans l'image. Avec aussi beaucoup souvent les écrans qui sont une forme aussi de travail sur le graphisme et sur l'abstraction dans ces dérèglements. Quoi. C'est-à-dire que la planche peut avoir une sorte de difficulté à être décryptée, mais quand il y a un écran, souvent il se décompose aussi et on ne voit pas clairement l'image qui est censée être représentée sur l'écran. Donc là, je pense que c'est la consultation d'un livre sur les typhons, où on est effectivement à la lisière de l'abstraction.
Et c'est vrai que ça revient pas mal, donc la mise en abîme du livre dans le livre, et la question finalement aussi, même si c'est un peu satellitaire, des phénomènes naturels, comme les tempêtes, les typhons, les tornades, etc., qui peuvent aussi devenir comme des principes graphiques qui tiennent l'histoire. C'est vrai que le rapport à la météorologie, vraiment, et là, justement, sujets, on passe à Terre de glace, où on est voilà, à nouveau dans une espèce d'observation d'un paysage, d'un pays de glace et de neige, qui est totalement propice évidemment aux formes géométriques et aux angles aigus, et où des personnages en quête sur d'autres personnages qu'ils cherchent, mais on ne sait pas vraiment, là encore, pourquoi. C'est un peu une continuation de l'ouvrage précédent. Mais d'ailleurs, ces livres-là, en fait, c'est souvent aussi le rapport à la glace, en fait, et ses diagonales, ces choses comme ça. Justement, par rapport à Baby Boom qu'on avait vu avant, donc était en couleur, où là, tout était dans la souplesse, dans la ligne, dans les formes très souples. Alors que souvent, dans les autres livres, donc en noir et blanc, c'est plutôt un rapport justement aux lignes de fuite, aux cases un peu déstructurées, et c'est un rapport complètement différent, quoi, à la ligne. Regarder, alors l'injonction à regarder, à observer, à prendre le temps d'analyser le paysage, y a une forte charge contemplative qui est nommée, proférée, et puis qui prend de la place dans chacun des ouvrages. C'est vrai qu'il y a un côté un peu Jules Verne ou Pérec, en fait, dans la manière dont il ausculte les paysages, il répertorie les choses, c'est une sorte de nomenclature de personnes et d'objets. Il y a aussi une particularité, enfin là qu'on commence à voir, vu qu'on a balayé pas mal d'ouvrages, c'est le fait qu'il n'utilise pas ce procédé narratif relativement simple, en fait, d'armer une situation à une page précédente et que le déclenchement se passe dès que l'on tourne. En fait, on est là, enfin, on attaque de manière frontale quelque chose et en somme, il n'y a pas de surprise et le rythme est déjà établi dès le début. Et en fait, il arrive, on a parlé d'accélération, de temps, mais en fait, c'est plus juste de parler d'un rythme continu en fait dans chaque récit. Et ça, c'est assez inédit en fait, même dans la bande dessinée japonaise. J'ai essayé de trouver des exemples dans lesquels quelqu'un arrive à révéler en fait toute l'intrigue sur la double page et pas utiliser ce truc qu'est-ce qui va se passer à la suivante. Et ça, c'est assez magique, en fait, de tenir cette spécificité, qui, à ma connaissance, est unique, en fait, au Japon. C'est comme si on contrôlait rien, en fait, et que c'est tout l'environnement extérieur qui décide pour le personnage et pour nous, quoi. Là, j'ai choisi cette image aussi parce que on a ces phénomènes de miroir, d'interface, où le paysage rentre dans le personnage. Et c'est vrai que souvent, dans les histoires, mais au sein d'une même case, on a parfois cette osmose ou cette fusion où on ne sait plus exactement où s'arrête l'humain ou le non-humain, le paysage, la machine et les corps qui les traversent. Puis une dernière image, voilà, où on reparlera de ça, mais où il y a dans l'utilisation des masques, dont on sait parfois même pas trop s'ils sont des masques ou des visages. Il y a plein de références, comme tu disais, à la modernité. Là, ça me faisait penser au masque africain, tel qu'il avait été et donc à la manière dont récupéré par Picasso. Lui, je pense qu'il a beaucoup regardé la peinture du début du XXe siècle. Donc on arrive au très grand Plaza, puisque là on change de format. Donc voilà, on a une sorte de tapis roulant. Et puis sur cette scène qui défile, on a une sorte de spectacle crescendo et complètement apocalyptique, avec la sensation qu'on est arrivé au bout, et puis la page d'après, c'est encore plus fort, c'est encore plus bruyant, c'est encore plus costumé, il y a encore plus de feux d'artifice et de pétards et de fleurs qui sortent, et voilà. Donc là je pense que j'ai mis un tout petit peu plus, c'est un ouvrage plus important, il fait 240 pages. Vous avez ce principe là des grandes figures qui se déroulent au départ comme
sorte de divinité. Là d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que même les caractères, donc le son qui est figuré, ressemble énormément aux personnages qui sont derrière. Donc il y a une sorte d'écrasement total et d'écrasement du son, quoi. C'est vraiment une expérience sensorielle incroyable, quoi. C'est-à-dire que même les têtes des personnages en bas, ça peut faire comme des points, des rythmes complètement percutants comme ça. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une des expériences sensorielles les plus grandes. C'est comme être dans un concert de, je sais plus ce que tu disais. Concert de noise punk. Ouais, pour moi, c'est Sonic Youth dans les disques les plus expérimentaux, vraiment à fond, quoi. Et voilà, il y a aussi des instruments d'amplification qui sont même représentés dans les pages. Mais c'est vrai que on entend du bruit. Pour sûr. Donc voilà, j'ai fait un petit dossier pour prolonger ce dernier Plaza là, autour du son. Donc je vais aller assez vite parce que j'ai mis beaucoup d'images. Et puis à la fin, il y a un dossier qu'a constitué Jean-Michel avec lui aussi des pistes qui sont des pistes complètement subjectives, hein, où moi j'ai fonctionné avec ce qui pourrait être des influences ou ce que hypothétiquement Yokoyama aurait pu grappiller ça et là dans l'histoire de l'art. Et j'ai commencé par toute l'école futuriste et la manière dont les futuristes ont essayé de décomposer le mouvement, mais aussi en rendant sensible le bruit. Donc là, vous avez le dynamisme d'une automobile, de Russolo, et on retrouve chez Yokoyama, je trouve beaucoup cette découpe du paysage ou de l'action en plan oblique. Voilà, il y en a eu énormément d'expérimentations de ce type. On vient juste après Marais et la chronophotographie, et on essaie d'appliquer ça, y compris des choses invisibles, comme l'onde lumineuse ou la température. Dans le découpage en plan et dans la manière dont ça marque les personnages dans la composition. Je trouve qu'il a récupéré ça. Voilà, l'onde lumineuse change quand elle rencontre le groupe de personnages au premier plan. Je vous ai mis aussi dans ce groupe futuriste des poésies de Marinetti, Mots en liberté, sur le travail de libération du mot, et comment dans l'espace de la page, sa spatialisation fait du bruit, génère une sorte d'hystérie. Là, c'était pour vous montrer d'autres exemples que des exemples italiens, puisque dans notre première partie du XXe siècle, ça a irrigué un peu partout. Là, on est en Angleterre avec donc un peintre qui s'appelle Power, Cyril Power, et qui va beaucoup documenter tout ce qui est frénésie, nouvelle frénésie dans les villes. Donc là, des gens qui descendent dans une bouche du métro. Ici, une scène d'aviron. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup de linogravure aussi. Et on a aussi cet effet de groupe, hein, de multiplication, de clonage des personnages qui intensifie la qualité sonore d'une image. Quelques tableaux qui m'intéressaient parce qu'il y a beaucoup d'avions chez Yokoyama, et les futuristes, ils ont développé au sein du mouvement une école qui s'appelait l'aéropeinture. C'était les débuts de l'aviation. Il y avait beaucoup de peintres qui pratiquaient l'aviation et qui essayaient de rendre leurs émotions au-dessus du monde, et notamment, là encore, par découpe de plans qui étaient effectivement assez efficaces pour donner aussi la sonorité des moteurs d'avion. Et puis je termine avec les futuristes, avec le Cavalier Rouge de Cara, pour tuiler avec la version de Liechtenstein et parler aussi de, pour moi, peut-être certaines influences par rapport au mouvement pop, et notamment l'arrivée de l'onomatopée surdimensionnée dans l'image. Donc, bon, Liechtenstein qui a fait aussi figurer du texte. Et puis là, quelques images, c'est pareil, hein, d'un héritier de tout ça, qui est Christian Marclay, qui lui a beaucoup travaillé sur une sorte de mix, de remix et d'accumulation d'énormément d'onomatopées et de la manière dont on peut rendre, par des formes sonores qui finalement écrites sont assez pauvres,
toute une gamme d'émotions, ce qui n'est pas forcément simple. Un peu avant, il y a énormément d'expérimentation autour de l'écriture sonore. Là, c'est Cathy Berberian qui a écrit ce morceau, je ne sais pas si vous l'avez écouté, qui s'appelle Stripsody, qui est interprété par elle-même, donc était musicienne, et qui enchaîne des bruits qui peuvent être des bruits de pluie, d'animaux, qu'elle a traduit sur ce type de partition dessinée. Et la question de la partition, je pense, elle est très importante chez Yokoyama. Là, j'ai pris vraiment à l'arrache, vous voyez même le logo Adobe Stock, quelques captures d'écran de lignes qu'on appelle speedoline, m'a dit Makiko en japonais. Donc speedlines, les lignes de vitesse, parce qu'il y en a partout. Et que je pense qu'il y a des images où elles sont presque à cet état-là. Je crois, donc aujourd'hui, la plupart des mangaka les utilisent informatiquement. Et c'est pour ça qu'il y a des bibliothèques en ligne de centaines de speedlines. Et je pense que lui, il continue à le faire manuellement. Il y a c'est des calcomanies de lignes qui étaient utilisées avant. Et je vous ai mis juste un petit commentaire de Christian Rosset au sujet de Plaza. Peut-être je ne vais pas commencer, c'est long. Donc, il décrit ce qui se passe dans l'ouvrage, accélération, ralentissement. Il faut rappeler que s'ils ne sont pas dévorés par le silence, les livres de Yuichi Yokoyama sont dépourvus de mots, ou plutôt de récitatifs et de dialogues, car il y a de rares inscriptions comme Ghost Town. Ce qu'il est nécessaire de traduire, ce sont les onomatopées. Il nous faut imaginer le timbre, gouwa, pouf, la, pac, etc. Traduction Céline et Laurent Bruel. Un art sonore que l'expression plastique a don de cartographier. En musicien ayant pratiqué l'acousmatique, j'ai le sentiment inexplicable que les vitesses du son et de l'image ne sont pas les mêmes. Que l'œil, qui scrute au plus près de la surface, a tendance à ralentir, pendant que l'oreille, qui trace des chemins, prend de l'avance. Comme opérant une forme de décalage dans un espace-temps hyper réglé. Sentiment d'inquiétude et parfois d'agression. La traversée n'est pas de tout repos, mais sans pour autant devenir pénible ou éprouvante, sinon par ce bruit blanc permanent, terriblement noir, silence d'encre. Donnons le dernier mot à Yuichi Yokoyama. Je caresse depuis longtemps un rêve impossible, rassembler des centaines de milliers de personnes pour chanter ensemble la même chanson. Je voudrais que cette chanson soit quelque chose de populaire. Si cela peut se faire un jour, je tiens à faire partie de ce chœur à titre de membre organisateur et je chanterai très fort. Donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était quand même cette idée de décalage dans la lecture des ouvrages de Yokoyama. On a parfois un œil qui effectivement va plus vite, peut-être aussi par habitude, et puis, comme on le disait tout à l'heure, se perd, et donc est obligé de revenir en arrière, et une perception sonore des planches qui est parfois pas tout à fait synchronisée avec la perception visuelle. Ok, donc je continue. Je fais une espèce de sprint pour tenir un peu les temps, avec un petit chapitre, une petite partie que j'ai fait autour de l'architecture, parce qu'elle revient souvent, avec d'ailleurs un rapprochement que j'ai retrouvé à plusieurs reprises entre les bibliothèques qui représentent et les villes qui représentent. Et donc, une imbrication de livres. Et puis, dans la salle de la MapMonde, quand ils arrivent dans la ville où ils vont chercher cette salle, on a un pan d'analyse. Donc là encore, ça passe par l'injonction à voir. On voit toute la ville, quelle ville splendide. Elle est immense. Et puis plusieurs pages où Yokoyama joue avec un inventaire de formes architecturales incroyables. D'ailleurs, il y a un immeuble avec, on dirait, une pile de livres. Et fait un dézoom sur la ville. Là, ça rejoint un peu cette idée de très grand, très petit. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est des maquettes aussi. Exactement. Avec, ici, comme tu disais, bon, voilà, c'est plus panoramique, amenant une vue élargie, mais un gaufrier horizontal qui est récupéré par énormément d'obliques à l'intérieur des cases. Et puis, où on voit aussi que le texte revient par l'intermédiaire de lettres un peu énigmatiques qui sont cachées sur les bâtiments.
Donc moi, ça m'a évoqué, là encore, saut dans le temps, rétropédalage début 20e, avec des architectures qui sont extrêmement dynamiques. Donc je vous ai mis la tour de Tatlin, qui était les débuts de la pensée architecturale, où Tatlin voulait que ce soit un escalier roulant qui monte, que les gens soient dedans, qu'il y ait un système de projection à l'intérieur de la tour, qu'il y ait un cube qui bouge, que ça puisse envoyer du son. Et je trouvais que c'était assez proche de certains effets dans les villes de Yokoyama, où on a l'impression que c'est quand même très souple, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'obliques. Donc là, je continue avec les Russes. Ça, c'est Jakob Tchernikov qui a fait un ouvrage magnifique qui s'appelle Fantaisie architecturale, où il imagine des villes du futur, mais en se préoccupant pas trop du factuel ou de la possibilité de les construire. Donc ça, c'est en 1933. Et puis, voilà, pour moi, ça m'intéressait dans cette espèce de pensée d'une ville qui est aussi presque un animal ou un corps, où parfois on ne sait plus trop dans les planches si la machine se sépare de l'architecture et du corps qui est à côté. J'ai aussi pensé à Bodis Isaac Ingelez à cause du côté maquette, souvent, et extrêmement extrême inventivité des formes d'architecture. Donc lui, artiste, architecte de Kinshasa, qui essaie d'inventer des villes pour le futur heureux de l'Afrique, notamment. Et ça m'a évoqué aussi l'exposition universelle à Osaka, avec tout cet ensemble d'architecture. Je ne sais pas si vous avez vu des images de cette époque-là. Ici, c'est la Tour du Soleil, Taro Okamoto, qui est assez quand même célèbre. Le pavillon du gaz, qui était donc un pavillon d'une entreprise japonaise, Obayashi, qui ressemble... à l'intérieur, il y avait une œuvre monumentale de Johan Miró qui était peinte très très longue, qui ressemble à une sorte de petit personnage posé comme ça sur le paysage. Et puis voilà, il y avait ce type de construction avec pas mal d'influences métabolistes. Alors, les architectes métabolistes japonais, ils ont essayé de traduire une espèce d'organicité, de projection du corporel dans l'architecture, avec aussi une pensée de la ville durable qui pourrait allier une esthétique moderniste et brutaliste à une espèce de choses plus modulaires, plus organiques. Et je trouve que dans les villes de Yokoyama, il y a un petit peu cet imaginaire aussi. Voilà, ça c'était le site. Et sur ce site, donc je ne sais pas combien de temps a duré cette exposition, mais il y avait plein d'événements, et il y avait notamment ce lieu qui était la salle des fêtes en plein air qui s'appelle Plaza. Voilà. Et je vais terminer cette petite partie par une évocation d'un artiste contemporain qui s'appelle Pierre-Jean Gilou. Je vous conseille vraiment de voir ses films. C'est quelqu'un qui travaille à la fois l'image filmée, donc il a filmé partout dans le Japon, et qui intègre imperceptiblement, parce que c'est complètement... on n'y voit que du feu, des modélisations. Et il travaille beaucoup sur l'architecture, avec un regard qui n'est pas très éloigné de celui de Yokoyama, puisque, par exemple, donc là, il y a 5 films, je pense, 4 ou 5 films, ça s'appelle Invisible Cities, comme dans le roman de Calvino. Et là, par exemple, dans Japan Principle, on suit cette espèce de boule, partout dans la ville, mais on ne sait pas ce que c'est que cette boule. Cette espèce de montgolfière, mais on ne sait pas si c'est habité, si c'est pas habité. Et ça nous fait découvrir des paysages qui sont, pour une part, des vraies villes. Donc il a tourné à
Tokyo, mais il a aussi tourné à Yokohama, Nara, Kyoto, la région du Kansai, avec des architectures qui ont existé, mais d'autres architectures métabolistes qui ont été dessinées, mais qui n'ont pas été construites, et que lui remodèle numériquement. Et il y a un peu cette sensation d'une ville qui est aussi une espèce de palimpseste de partition, de lignes, de rythme, qu'on traverserait comme dans un rêve aussi un peu. Donc voilà, il y avait la question du masque et du costume, avec, on l'a déjà commenté, un répertoire immense. Je suis repartie dans les Okuzai manga. Je pense que ça, il en a parlé comme une de ses influences. Cette ligne très claire. Et puis, tout ce qui est théâtre, masque du théâtre No. J'ai fait un petit saut vers Metropolis. Et des stylisations, là encore, du début du siècle, avec Lisitsky. Des spectacles que vous connaissez peut-être, celui-ci c'est Eisenstein qui en a fait les décors, et puis je vous ai mis aussi quelques planches du ballet triadique de Schlemmer. Donc ça c'est à Hanovre en 1924, avec ce type de costume. Je pensais surtout à ça. Qui, je pense, il a regardé. Alors après, comme je vous disais, c'est que des hypothèses. Et celui-ci qui a inspiré le costume pour Ziggy Stardust Yamamoto. Et aussi directement la tournée à New York avec Klaus Nomi et David Bowie. C'est en 79. Et il reprend vraiment trait pour trait un costume de Schlemmer. Voilà, je vous ai mis quelques images de Aelita, donc film de science-fiction assez baroque dans les costumes. L'histoire est un peu longue, mais voilà, on a aussi cet univers de lignes dans la progression dans le paysage, très marquée, très dessinée, très architecturée. Et puis quelques peintures de Malevich avec cette extrême simplification des corps qu'on trouve souvent chez Yokoyama. Donc là, c'est toute sa série autour de l'art paysan dans les années 1910-1913, où il a rencontré Matisse qui est venu 15 jours à Moscou, et puis il mixe ça avec son amour des icônes, et ça donne ces corps comme ça extrêmement géométrisés, essentialisés, avec des costumes qui pourraient être ceux de certains personnages de Yokoyama. Voilà, donc ça c'est un torse de femme, et c'est la fin des années 20. Et puis je vous ai mis quelques motifs textiles d'une artiste constructiviste, Varvara Stepanova. Donc là, c'est pareil, on est en 1924, et c'était pour les constructivistes un enjeu énorme que de dire nos formes, elles vont aller dans la vie quotidienne, on va dessiner des cuillères, dessiner des vêtements, on va tout mettre en libre accès dans les journaux, on met les patrons, etc. Et donc elle a fait produire en série des motifs. Alors je ne sais pas si vous avez regardé un peu de près les costumes de Yokoyama, mais il y a des motifs géométriques, des chevrons, c'est très délicat, c'est extrêmement entrelacé, et elle avait un peu cette attention-là. Elle a fait beaucoup de costumes pour libérer aussi le corps des femmes et favoriser une pratique sportive. Ça, c'est que des costumes sportifs. Là, c'est des basketteuses. Et donc, on est en 1923. Vous dire qu'il y a des hybridations de différents types chez Yokoyama, donc beaucoup d'hybridations machiniques. Donc là, un masque voiture, un masque avion, queue d'avion, tête d'avion. Mais il y a aussi des hybridations minérales, casquettes en cailloux, animales, il y en a beaucoup, hein, et notamment ce motif du petit oiseau qui revient tout le temps. Et végétale. Et je me dis, ce serait pas mal d'imaginer, et je pense que ça pourrait être assez tendu, une rencontre avec Orlan et Yokoyama, et notamment dans toute cette période là entre le milieu des années 90 et le début des années 2000, où Orlan
fait ses self-hybridations, avec notamment pas mal de statuaires dont on parlait tout à l'heure, qui inspirent aussi Yokoyama, qui est la statuaire qui va arriver dans les influences européennes au début du XXe siècle, fin XIXe. Donc extra-européenne, africaine, océanienne, etc. Et puis, donc voilà, ça c'est quand même une pratique qui se prolonge dans l'art contemporain beaucoup, hein, le casque, la machine de vision. Et donc là, c'est un artiste sud-coréen qui s'appelle Young-koo Lee, qui a représenté la Corée il y a quelques années à la Biennale de Venise, et qui fait ces types de casques qui à la fois altèrent la perception de la personne qui est à l'intérieur et modifient sa vision du paysage. Et il y a énormément de variations dans les yeux des personnages de Yokoyama. On pourrait aussi faire une rencontre avec Yvan Cléda et Coco Petit-Pierre, qui œuvrent à la fois dans le champ de la sculpture et du spectacle vivant, et qui font ce type de défilé costumé. Et puis, tu pourrais montrer ton t-shirt, Jean-Michel. Je vous ai mis un petit extrait de défilé de Walter von Beirendonck, qui a fait l'école, l'académie d'Anvers, et qui maintenant dirige le département mode là-bas, et qui fait beaucoup de vêtements avec cette esthétique de masque omniprésente. Et je pense que ça pourrait être une bonne rencontre, parce qu'il y a des vêtements qu'on voit dans certaines planches qu'on voudrait voir en vrai. Et donc voilà, un très beau t-shirt porté par Jean-Michel aujourd'hui. Mais cette veste qui est dans la salle de la MapMonde est incroyable. Donc je continue très vite avec des pistes pop. J'ai eu envie quand même de rassembler des images à partir de ça qui est sur votre site, où, je ne sais pas si c'est toi Laurent, ou dans Baby Boom, il y a une scène comme ça avec un chapeau de shampoing. Donc ça, c'est un objet qu'on n'a pas chez nous et que les Japonais utilisent beaucoup. On voit l'air extatique du petit bébé en bas. Et je me suis dit, mais il y a tout un tas d'éléments que Yokoyama doit tirer de son quotidien et qui sont donc ni affiliés à l'histoire du manga, l'histoire de l'art, mais qui viennent plutôt de son enfance peut-être, ou de sa vie. Et donc j'ai essayé de chercher, donc par exemple au Japon, quand je suis allée au Japon, il y avait beaucoup de ces planches qui étaient très très à la mode dans les années 60-70, où les enfants donc pouvaient changer les costumes de personnages de papier. Donc ça s'appelle Kiseae Ningyo. Je ne sais pas si je prononce bien. Donc les Anglais disent Paper Dolls. Et ça prenait pas de place dans les habitations, c'était pas très cher. Et on pouvait faire des combinatoires infinis avec toutes sortes de personnages. Voilà, je me suis dit que peut-être il avait eu ce type d'occupation. Bon, évidemment qu'on peut aller chercher les typologies de corps qu'il nous propose dans plein de super-héros qu'on traversait le Japon donc je vous ai mis un peu de Tolnarita, parce que c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure avec toi Jean-Michel, c'est un corpus de physionomie, de physiologie qu'on n'a pas chez nous. Il y a une espèce de liberté dans l'invention de ces corps, de ces visages de super-héros. Donc Dada, ici, qui peut changer de visage. Voilà, je vais assez vite, mais vous voyez un peu ce vers quoi je voulais aller, avec donc des héros ou des méchants. Ça, c'est un méchant, un Noba, qui est une sorte de poulpe maléfique. Des hommes-machines. Donc, lui s'appelle Kikaida et il date de 72. Petite poignée de main. Et ça, c'est sa copine. Donc, elle a des petits seins qui ressemblent à des viennoiseries. Et elle a des cœurs partout. Voilà, vous avez aussi des essentialisations, comme on disait tout à l'heure, hein, des choses très géométriques. Lui s'appelle Red Baron. On voit sur sa ceinture. Yoku Tadanori.
ça c'est dans Inazuma. C'est pas des héros qu'on a vu beaucoup chez nous, hein, ce type de corps et de multiplication, aussi de masques et de changement de visage possible. Voilà, ça tout à l'heure quand je vous ai parlé de l'exposition universelle d'Osaka, c'est un personnage qui a été créé comme mascotte du festival, enfin de l'exposition universelle, et qui rassemble un peu toutes les architectures que je vous ai montrées tout à l'heure. Bon, je vais très vite. Hein. Ça, c'est un personnage qui vient d'un film américain. Et je me suis dit qu'il n'avait pas regardé que des films japonais non plus. Des petits yokai. Ça, c'est le yokai parapluie fermé. Et puis, ça, c'est dans un énième Ultraman qui s'appelle Ultraman Télé. Et où on voit ce que tu décrivais et qu'on voit chez Yokoyama, à savoir des personnages qui ont un écran et une autre image qui apparaît à l'intérieur d'eux, un peu comme les Teletubbies chez nous. Et puis, plus diffusément, l'univers sonore dans lequel il évolue, donc les pachinko, c'est des choses qu'on peut vraiment assez spontanément associer à l'atmosphère de Plaza, par exemple, qui donne l'impression d'être dans un flipper sur certaines séquences, ou d'avoir une espèce de chaînage. Et c'est pour ça que je vous ai mis cet extrait. Alors, on est très très loin de l'esthétique de Yokoyama. Hein. C'est Fischli et Weiss, ça s'appelle Le cours des choses. Et on a cet enchaînement inéluctable qui part et qui monte avec des cascades, des chutes, des explosions. Et on sent ça aussi dans l'énergie de Yokoyama à pousser les éléments à leur climax. Voilà, hein, je l'ai interrogé là-dessus avec Makiko. Il y a 2 pages dans Plaza où on a un défilé avec des mains tendues. Et donc, voilà, je lui ai demandé ce qu'il y mettait. Et il a répondu que non, c'était pas nazi. Puisqu'il y a clairement quand même un impact du défilé militaire qui est assez fort. Mais que c'était pas nazi, mais que ça y ressemblait beaucoup, c'était vrai. Oui, il faut aussi dire que la salle de la Mappemonde, le titre de salle de la Mappemonde vient de la salle du palais de Mussolini à Rome, qui était ornée d'une Mappemonde au plafond. Et c'est frappé par l'image de cette pièce fasciste que Yokoyama, utilisée par les fascistes. C'était la salle où Mussolini en fait recevait les invités étrangers pour les impressionner. C'était une salle de la Renaissance en fait. C'est pas les fascistes qui l'avaient construite, mais lui il en avait fait l'objet de sa magnificence et la mise en scène de son prestige. Et c'est frappé par une de ces images que Yokoyama a conçu la salle de la Mappemonde. C'est aussi, on retrouve dans Combat notamment et dans Nouveau Corps des personnages qui ont des casques directement inspirés par l'armée nazie, des croix de fer aussi. Donc c'est quand même des motifs et un imaginaire, des ressources d'images qui le captivent depuis très très longtemps, autour desquelles il tourne depuis longtemps. Et il en parle du fascisme là, il parle il emploie le mot fasciste à propos de ce défilé, d'autoritarisme. Autoritarisme. Ouais, l'autorité. Il assume ça. Et mais je vais quand même pas finir là-dessus. À la fin de Plaza, il dit aussi que s'il se réincarne un jour, il aimerait bien se réincarner en brésilien pour faire le festival, le carnaval de Rio. Et donc voilà, je vous ai mis cette image du carnaval. Avant de passer à la sélection de Jean-Michel, alors, tu voulais aborder une question, et j'ai hâte de t'entendre là-dessus, notamment sur les enchaînements, le rythme, la rythmisation, mais Ozu. Et moi, j'aimerais bien que tu développes par rapport à ta sélection là. Oui, parce que le temps court. C'est gentil de parler d'Ozu comme ça. Ouais, ça m'intéresse beaucoup ce que tu as rapproché entre. En fait, dans le cinéma d'Ozu, et même, je suis obligé de faire un petit détour par le cinéma, et même de parler des Frères Lumière. En fait, le tout premier manga en fait, de l'histoire historique, au-delà en termes de forme stylistique par case, en fait, nous vient de Ratuken Kirazawa, et qui est en fait une reprise de L'arroseur arrosé des Frères Lumière. Et on compte environ dans le monde entier, en fait, tout le monde en fait qui avait des salles de cinéma, en fait, il y a une reprise de cette planche. Et à partir de là, en fait, il y aura un lien entre comment est-ce qu'on va
la narration dans ce qu'on appelait des strips, en fait, qui était souvent une seule image dans laquelle un personnage se baladait, l'invention du cinéma, le fait que la caméra bouge, en fait, va changer le rapport théâtral qu'on avait même au récit dans les livres. Et il y aura un jeu comme ça d'auto-influence. Et la personne la plus influente, en fait, dans la bande dessinée, enfin du monde cinématographique, c'est Ozu, qui va créer en fait ce qu'il appelle les espaces déconnectés. En tout cas, c'est Gilles Deleuze qui l'interprète ainsi dans l'image temps, dans laquelle en fait vous pouvez avoir une situation, c'est un cinéma qui se dégage de la question de l'ellipse, et ça c'est vrai qu'on le voit vraiment chez Yokoyama. Ce rythme en fait est permis parce qu'on retire ces successions d'ellipses pour avoir un continuel narratif. Et chez donc Ozu, en fait, on aura toute la préparation. Le thé, on ne fait pas que le boire, en fait. On est en train de le préparer, en fait. On réinsiste sur la cérémonie et son cérémonial, en fait, de la fabrication pour le service. Et c'est à cet endroit que je rapproche justement Ozu de Yokoyama. L'autre chose aussi qui me semblait vraiment intéressant, et bien sûr je m'y attendais pas, donc je me souviens plus du nom de ce livre. C'est les nouveaux corps, justement de voir les rituels, parce qu'on parle d'uniformisation, mais il y a aussi l'uniformisation imposée par la société. Et il y a tout un passage sur les salarymen, en fait, qui sont dans des chorégraphies totalement ridicules pour mettre leur costume cravate. Je ne me souviens plus. Ah, Dragon Ball. Alors ça, c'est marrant. C'est pas que le scan, en fait. L'image, c'est la dernière édition de chez Glénat. Elle est vraiment aussi dégueulasse que ça. Et quand je parlais justement des éditeurs qu'il y a ici invités à Formula Boula, invités qui participent en fait à l'édition que l'on dit indépendante, qualitative, en fait, il y a le choix d'offrir de beaux objets en fait à son lecteur. Et ce qui est terrible, parce que Toriyama est pour moi quelqu'un qui est immense en fait dans la bande dessinée, il est terrible de voir qu'en fait un jeune public ne le connaît pas, mais ne le connaît pas parce qu'il dit en plus les livres sont mal imprimés, donc quelle raison on aurait d'aller regarder à cet endroit-là. Et là je voulais le mettre, je voulais comparer, comparaison n'est pas raison, mais en tout cas Toriyama à Yokoyama, où là on voit justement cette histoire de préparation. Là, donc, c'est Sangoku. Alors, Dragon Ball, vous le savez peut-être, hein, c'est la reprise d'un mythe très ancien, le mythe de l'enfant singe, qui doit chercher 7 parchemins perdus par Bouddha. Donc c'est un conte du XVe siècle, si mes souvenirs sont bons à la base. Et pour que cet enfant singe fasse sa traversée initiatique à la recherche des 7 parchemins perdus en Chine, Bouddha lui confie un bâton magique, un nuage magique et un dragon. Donc c'est la trame que l'on retrouve à l'intérieur. Et là, donc, le suspense, en fait, qui est le temps de la préparation, donc de s'échauffer, de se saisir du morceau de bois, de le lancer en l'air. En fait, c'est à la seconde page où, pam, résolution de la chose. Et ça, c'est un procédé narratif que l'on retrouve partout, sauf chez Yokoyama, où lui, en fait, aurait mis les 2 pages, l'une à côté de l'autre, pour voilà, pour aller. Alors Plaza, on en a parlé, mais justement, comme je le disais, là, c'est même l'ouverture du livre, dans le sens de lecture japonais, dans lequel on se rend compte de la rythmisation, du bruit, et surtout de ce générique en fait, qui est même imposé là-dessus, alors que normalement les génériques sont généralement séparés, même dans le cinéma. Du temps élastique, et là je vais aller très vite sur Christian Marclay par exemple, juste pour vous évoquer ça, et ça c'est aussi une différence du coup que j'ai découvert aujourd'hui. Yokoyama en fait donc veut faire des chœurs et des grands orchestres. Christian Marclay c'est un petit peu différent, lui il veut créer du bruit, et du bruit singulier et individuel, il veut du vacarme. Et par exemple ceci s'appelle Beatles Tape, donc c'est un coussin auquel on met son oreille, dans lequel il y a tous les enregistrements des Beatles. Et logiquement, quand on regarde cette chose, quand on est à plusieurs, en fait, tout le monde a un morceau plus ou moins affectif vis-à-vis des Beatles, ou alors même, on n'aime pas les Beatles et on pense à autre chose. Et en fait, tous les lecteurs en fait, auront une chanson différente au même moment.
et si c'est la même chanson, n'auront pas la même rythmisation. Et donc il dit que c'est ce concert en fait de médiation autour de cet objet qui crée du bruit. Une autre piste aussi, ce sont les fameux chœurs dans lesquels vous pouvez imaginer, est-ce que c'est un speech, est-ce que c'est une chanson, est-ce que c'est un discours politique, est-ce que c'est simplement une parole. Et ça, voilà, ça c'est Christian Marclay qui est l'un des inventeurs, s'il y a eu Cool Air qui est... du côté des États-Unis avec les block parties et les DJ, lui il fait partie d'un autre type de DJ en fait suisse, dans lequel en fait lui il jouait avec des bandes magnétiques, donc il a commencé sa carrière avant d'être artiste en fait comme DJ cassette quoi. Je passe un peu parce que c'est anecdotique mais des fois ça me fait bien marrer. Ce sont des chaises musicales, enfin la pièce s'appelle comme ça, encore du même Christian Marclay, et à laquelle en fait on essaye en fait d'imaginer quelles sont en fait quelles pistes sonores en fait on va jouer par rapport à ça. Donc c'est un grand brocanteur. Je vais vite sur cette pièce donc qui est aux éditions Interface à Dijon, donc qui réalise des multiples d'artistes, et ça c'est l'un des inédits de Christian Marclay qui est que l'on peut avoir, et là qui montre en fait une de ces dernières périodes dans laquelle il travaille justement à créer des concerts qui n'existent pas et à amalgamer de plein de choses. Et ça, ouais, j'en fais un très très fort rapprochement avec Yoko Oyama pour le coup. Donc les Formula Bula et les éditions Matière m'ont gentiment invité à présenter le lieu dans lequel je travaille et qui est un centre d'art pour lequel je m'occupe de la direction artistique. Et donc quand on dit centre d'art, en fait, c'est à la fois pas qu'un lieu d'exposition, mais un lieu d'accompagnement de la création contemporaine, de diffusion, de transmission et de médiation. Et il se trouve à Chaumont, voilà, c'est notre petit château de Moulinsart en pleine campagne. Et ils m'ont demandé en fait de parler d'une exposition à laquelle Yokoyama et les éditions Matière participent, donc qui est dédiée à la question du manga, et dans laquelle on commence avec cette histoire du manga qui commence, voilà, on va le dire dans sa forme officielle en 1906, mais qui date en fait du XIVe siècle, enfin début de l'apparition du terme. Donc très vite, avec nos amis Elmo, Tarayawa, MM avec cette pièce pour Pareno et Pierre Huyghe, Nagi Noda, Daito Madabe pour Square Pusher et Blonde Red Dead, Shobo Shobo, le plus français des japonais, ouais, et Elmo encore, et Nagi Noda sur la question de la séquence, Daito Madabe sur les imaginaires. Et bien évidemment, en fait, un mur complet de pièces de Yokoyama. Non seulement son travail, donc il y a toute une partie de librairie, parce que moi je pense que le manga c'est une histoire de livres et de multiples, donc il y a toute une partie documentation consultable, mais quelques pièces, schémas pour regarder en fait comment se construisent les histoires, et aussi de présenter la partie où il dessine. Donc il est 29, je sais que c'est la fin du temps, et donc je m'arrête. On a retrouvé le petit chapeau de shampoing dans ton image précédente. Ouais, tout à fait. Et juste peut-être, Yoran, pour clore, toi, tu as fait une exposition chez Anne Barrault avec Yokoyama. Oui. Et tu vois, peut-être En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est que là, j'ai découvert dans cette exposition des choses complètement différentes et en même temps complètement cohérentes avec son esprit de ce qui a été édité. C'était à la fois je crois, des grands dessins, comme des peintures, mais qui sortent du registre habituel qu'on pourrait avoir un peu caricatural du dessinateur de bande dessinée qui veut faire une exposition et du coup qui agrandit une case et la colorie. C'est pas exactement ça. C'est vraiment quelque chose de complètement autonome et très fort en fait. Enfin, au niveau c'était pas tout à fait dans cet esprit-là. Et puis c'était quelque chose des dessins assez grands, il me semble, et des dessins tout petits aussi, des petits collages complètement incroyables. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à savoir comment. C'était des collages, mais en même temps des imbrications de papier les unes dans les autres. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de minutie incroyable dans la fabrication de ces petits documents, quoi. C'était vraiment particulier. C'était complètement cohérent avec le reste de son œuvre, et en même temps complètement sidérant, complètement enveloppant. Et moi, donc c'est la première fois que je le rencontrais,
Et pour moi, j'ai à peine pu parler avec lui puisqu'il ne parlait pas français. Et c'était un peu comme un fantôme magique. Il était là sans être là, en fait. Il avait une sorte de discrétion et en même temps d'ultra présence. Je n'arrive pas à définir autrement. Et en plus, on a mangé après ensemble et ça a continué dans la soirée de cette façon-là. Oui, ces collages, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement ultime de son œuvre, en tout cas à ce jour. Il continue de le faire, c'est-à-dire que ce sont des collages qui résultent des chutes de ces planches de manga. Quand il fait ses mangas, il les peaufine à l'extrême. Là on voit des esquisses, mais pour une planche de manga, il y a des successions de 30, 40, 50 esquisses qui s'enchaînent comme ça, jusqu'à la perfection, enfin, jusqu'à ce que lui estime être la perfection. Et il y a toujours quelque chose à reprendre, toujours quelque chose à retoucher. Donc il découpe très précisément la zone qui ne lui convient pas. Il la met dans un petit sachet en plastique, là où se trouvent des centaines d'autres petits morceaux de papier qu'il a découpés d'autres planches. Il repose un bout de papier blanc et puis il finit son dessin. Et de temps en temps, il ressort ces pochettes dans lesquelles se trouvent des milliers de chutes. Et il les recompose très patiemment, comme ça, comme des sortes de puzzles qui ne préexisteraient pas. Et il recompose des images totalement explosives, qui ne constituent pas une image solide, qui constituent comme une espèce d'éclatement en facettes et de fragmentation, et qui pour le coup reviennent beaucoup à Christian Marclay, quoi. On retrouve cet esprit du collage dans les images qu'on a vues de Marclay, et c'est une espèce d'ultra de radicalisation de ces images qui constamment, on le voit bien, avec le temps, ne cessent de se brouiller toujours plus. Yokoyama, c'est avant toute chose l'art du brouillage. On a vu toutes ces images quand la pluie tombe, quand les traits de vitesse passent devant, quand le son passe devant, quand il y a toujours une succession de signes qui brouillent l'image, et plus son œuvre avance dans le temps, et plus ces images se brouillent, et moins elles sont lisibles, plus il faut aller les fouiller dans la profondeur de l'image pour aller décoder ce qui en était à l'origine. Une scène banale, un personnage, et qui lui-même est masqué. Donc le personnage, on n'y a jamais accès. Il est toujours derrière un masque, et puis ce masque est caché par la pluie, la pluie est cachée par un onomatopée, etc. Il y a à la fois le temps de la lecture que disait Jean-Michel, qui est un temps linéaire, et que Yokoyama conçoit comme chronométré. Pour lui, c'est une lecture de page, c'est 2 secondes. Une planche, c'est 2 secondes. Et donc, on peut mesurer le temps de chaque album, en fait. Il y a 2 secondes par page. Et pour lui, c'est 2 secondes de temps. Donc, ces 2 secondes de temps, évidemment, ne donnent pas la même sensation physique ou sensorielle, suivant ce qui s'y trouve. Donc, il qualifie le temps, en fait, par son dessin. Et il qualifie la succession du temps par la succession des planches. Et il y a donc ce défilé, comme dans Plaza, ce défilé de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, peu importe, déplacement latéral, et puis aussi déplacement en profondeur à travers l'univers des signes, à travers la forêt des signes. Ce qu'on retrouve dans le manga, puisque j'avais eu la chance chez un marchand d'estampes de trouver un petit livre du 19e siècle, un livre d'estampes qui répertoriait un certain nombre de... C'était comme le Hokusai no Manga, c'était un recueil de dessins à l'usage des dessinateurs et des graveurs, et ça n'était que des images de brouillage, que des images de pluie, justement, d'écrans derrière lesquels on s'habille, de motifs, de brouillard, enfin toutes ces choses qui permettent de brouiller l'image. C'est un dessin Larsen, en fait. C'est un dessin Larsen. Bon, on termine là-dessus. Très bien. Merci à vous. Merci. On a beaucoup débordé, désolé.